Eh bien, merci, moi aussi, je suis content d'être en Haïti. Et c'est la première fois que je débarque en Haïti par le Cap Haïtien. Et généralement, circonstances oblige. Oui, circonstances oblige, mais ça m'a permis de découvrir le Cap de vue d'en haut et puis d'atterrir dans cette ville. Il faut s'adapter aux circonstances aussi, ne pas les accepter, mais on peut aussi trouver de nouvelles avenues en étant souple face à l'imprévu. C'était pas fatigant le trajet? Ben, oui, bien sûr, on monte, on descend, on s'assoit et on vous donne parfois à manger. Mais on peut toujours lire et puis on peut toujours méditer. Et puisque moi, c'est à terre que je peux me fatiguer. Et joyeuse fatigue, par exemple, à Port-au-Prince et déjà au Cap où je rencontre des amis, des gens qui me connaissent, que je ne connais pas, et d'autres que je connais, qui ne me connaissent pas. Donc il y a quelque chose, une sorte de... Oui, il y a beaucoup de mouvements et qui pourraient être fatigants, mais ce n'est pas une mauvaise fatigue. L'écrivain, l'intellectuel a une nouvelle source d'inspiration, je dirais, cette nouvelle Haïti que tu as pu expérimenter à travers ce voyage. Ah non, non, bien sûr, ben, je n'ai pas encore tout à fait compris, décrypter un peu ce qui se passe, parce que j'ai vu une partie de la ville, de la vie, mais je n'ai pas encore vu les endroits plus difficiles. Mais parce que aujourd'hui même, ce matin, je parlais à quelqu'un qui travaille à l'hôtel où je suis, et je disais que quand même, il a fait bon hier soir, et que j'ai pu dormir. Elle m'a dit, mais il a fait très chaud. Et puis, et puis elle me dit, peut-être en montagne, il fait bon, mais en bas. Et là, je me suis rappelé, parce que j'ai habité longtemps près de Magloire-Ambroise, avenue Magloire-Ambroise, la fleur du chêne, et la chaleur reste, s'installe la nuit aussi, et gardée au chaud, j'allais dire, par les murs et par la toiture en tôle parfois. Et c'est encore plus chaud la nuit, parce qu'on est prisonnier, on ne peut pas même sortir. Et même du temps qu'on pouvait sortir, il faisait chaud. Et là encore, c'est encore pire, puisque la nuit commence très tôt à Port-au-Prince maintenant. Les gens s'enferment à la tombée du jour. Et comme nous sommes sur l'équateur, et ça arrive tôt, dès qu'il fait noir, on s'enferme, et on reste prisonnier de la chaleur. Danny, tu as été invité par le rectorat. Oui. Pour faire la promotion, pour venir voir et repartir avec de nouvelles idées, de nouveaux faits culturels et pour les faire rayonner, par exemple, à l'étranger. Oui, mais oui, pour venir voir un peu, avoir un sentiment de la réalité, c'est le recteur Dieucel Prévélus qui a beaucoup manœuvré, dans le bon sens du terme, pour que je vienne en Haïti. Et il a tout essayé parce que c'est très complexe. Et moi, 3 jours, c'est possible, mais 15 jours, ça devient très compliqué d'organiser un voyage avec moi. J'ai beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire moi-même. Et avec le temps, c'est comme ça, et comme vous le savez. Et plus le temps avance, plus nous avons... nos branches s'élargissent. Les gens qui dépendent de nous ou que nous dépendons avec qui, ça se multiplie. Et sans qu'on le sache, on accumule. Et tout à l'heure, vous et moi, on parlait du disque dur qui commence à se remplir un peu trop. Donc c'est cela, mais il a pu faire cela, il a préparé un programme. Ce qui donne l'impression qu'on perd la mémoire. Chaque jour, on perd un petit quelque chose. Eh bien, c'est parce qu'on a trop de mémoire. C'est parce qu'on se souvient de trop de choses. Un enfant a beaucoup de mémoire parce qu'il n'a rien dans la tête, dans le sens tout est frais. Et un adulte, moins vous avez de choses dans la tête, plus votre mémoire... Donc c'est pas décourageant alors, parce qu'on a l'impression qu'on s'achemine vers... l'Alzheimer, par exemple, c'est pas le cas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Il suffit de prendre 15 jours de vacances et au repos, mettre ça. Et ça va revenir. Et ça se réinstalle, comme on dit. Et la machine repart pas à zéro. Regardez qui sont votés pour Mounion matin. Regardez qui sont révélés pour le public métropole, la cap suivre de matin. Mais c'est beaucoup de choses dans le corps humain. Parce que j'avais un problème avec les yeux. Et puis, mon ophtalmologue, qui était un membre de l'Académie française, et il m'a dit, mais non, restez, attendez. Et en moins de 5 ans, ça va revenir. Mais si vous portez des lunettes, vous ne pourrez pas, puisque vous avez organisé votre regard d'une autre façon. Mais si vous attendez, ça va revenir.
Et il ne parle pas pour tout, il ne parle pas pour le SACOM, tout ça, mais je pense qu'il parle, je ne sais pas, eh bien ça a revenu. C'est revenu et après. Mais je disais que le recteur avait bien arrangé cela, parce que sinon j'aurais refusé. C'est-à-dire l'idée c'était l'Université d'État d'Haïti, c'est très vaste, et c'est beaucoup de facultés, et puis aussi sur des territoires divers, sur tout le pays. Mais aussi, il y a beaucoup d'universités privées, et qu'on entend aussi et satisfaire un peu. On va, par exemple, dans le Nord, et on va à Limonade, donc on va à des endroits où il y a des étudiants, et ça c'est extrêmement important. Et tout ce qui est école, tout ce qui est étudiant, et je suis preneur. Si je crois bien comprendre, vous avez accepté rapidement de venir en Haïti, alors que les mauvaises nouvelles qui sortent d'Haïti font souvent le tour du monde. Parlez-nous un petit peu d'Haïti, entendu. Là, je fais allusion aux nouvelles. Et comment vous les vivez quand vos collègues, par exemple, à l'Académie, vous posent des questions sur Haïti, l'insécurité, le kidnapping. D'abord, qu'est-ce que vous leur dites? Et ensuite, comment vous-même, vous vivez ces nouvelles qui arrivent d'Haïti? C'est une bonne question parce que j'ai deux postures dans cette affaire. Ce que je dis à mes collègues n'est pas forcément ce que je vis. C'est-à-dire, je vis la chose légèrement, de manière plus sereine. Mais à eux aussi, je ne dois pas leur faire comprendre que les choses vont bien. Et non, c'est très dramatique. Mais par contre, quand on regarde les médias, la télévision, je sais qu'il y a à boire et à manger. Et parce que moi-même, je l'ai écrit dans Tout bouge autour de moi. J'ai expliqué que les gens, pendant le tremblement de terre qui étaient à l'étranger, ont vécu le tremblement de terre de manière plus traumatique. Parce que nous, qui étions, vous et moi, qui étions en Haïti, par exemple, j'étais à l'hôtel Caribé, si autour de moi... Et vous étiez avec moi aussi le mardi 12 janvier. Le matin. Le matin, oui. Le matin, pour faire une entrevue ici, juste avant. Eh bien, s'il n'y a pas beaucoup de dégâts dans notre coin, nous pensons que le tremblement de terre n'a pas fait beaucoup de dégâts. Si ça tue beaucoup dans notre coin, nous pensons que le pays est complètement dévasté. Mais nous avons une réalité sensible. C'est ce que nous ne pouvons pas voir au-delà. Et comme les appareils technologiques s'étaient stoppés, et comme la télé, il n'y en avait pas, la radio, nous avons ces informations. Mais pendant ce temps, le reste du monde avait toutes les télés qui étaient en Haïti, qui leur bombardaient d'informations. Et quelles sont les informations? C'est les informations qui valent la peine, c'est-à-dire là où il y a des dégâts. Donc ils n'avaient que des dégâts, une montagne de dégâts et un défilé de catastrophes qui leur passaient devant les yeux. C'est normal que le traumatisme soit plus fort. Alors je ne dis pas aux gens qui regardent et qui voient tout ce qui se passe en Haïti de manière traumatique, de leur dire que c'est moins, parce que je veux au moins qu'ils soient sensibles à Haïti. Mais moi, je sais bien qu'il y a toujours des poches de résistance, il y a des poches de sérénité, il y a des endroits vastes de grandes catastrophes. Et donc, connaissant le pays, je sais que ce n'est pas partout. Mais comme le danger est aveugle, on peut se trouver dans un endroit tout à fait calme et se retrouver dans l'œil du cyclone. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc c'est difficile de dire que même un point est plus calme qu'un autre. Parce qu'on ne sait jamais, c'est une sorte de... C'est presque quand on se tire à la roulette. Donc c'est très difficile de parler d'Haïti et à l'étranger. On ne peut même pas relativiser, on dit les choses crues, ou encore on essaie de dire toute la vérité. Non, vous savez, les affaires d'information, il ne faut pas non plus, nous, que nous les analysons comme autrefois. Les gens regardent sur Internet s'ils veulent et puis ils en savent plus que vous, avant vous. L'information n'appartient pas au local. Il appartient à celui qui s'informe. Et donc, moi, souvent, j'arrive et puis on me dit
tel événement qui vient de se passer. Mais je ne l'ai pas regardé. Ce n'est pas parce que je suis en Haïti, né en Haïti, que je vais savoir cela par science infuse. Donc les journalistes aussi, je leur dis souvent, ne me prenez pas pour le centre qui diffuse, et allez voir vous-même. Allez voir par vous-même. Et si l'on peut dire. Et donc, c'est pas... Vous connaissez le métier, vous savez très bien ce qui intéresse les journalistes en général, c'est les dégâts, les problèmes, les mauvaises choses, les événements. Et c'est pour ça que les écrivains sont importants. Et regardez, il y a eu, je pense que presque aucun événement a été aussi couvert durant les décennies précédentes que le tremblement de terre de Port-au-Prince. Ce qui reste dans la presse internationale, c'est une seule phrase. Et où on en est la reconstruction. Et cette phrase est posée chaque 12 janvier, et pas plus. Mais, par exemple, si on prend un livre comme le mien, Tout bouge autour de moi, ou celui de Yannick Lahens, Faille, ces livres-là sont cités partout dans le monde. Pas de façon... dramatique. Dramatique d'abord, et pas tout le monde, mais tout le temps. Parce que les livres il y a une sensibilité, et parce que dans les livres, on peut dédramatiser, et en dédramatisant, on rend ce qu'on dit plus convaincant. Et qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle? C'est pas la chose elle-même, c'est pas le spectacle, c'est pas le nombre de morts. Une nouvelle, c'est quand l'autre accepte de regarder cela et croit celui qui dit la nouvelle. S'il ne croit pas, il n'y a pas de nouvelle. Donc pour qu'il croie, il faut qu'il y ait un minimum de décence. Je ne dis pas de vérité, de pudeur, parce que l'être humain est pudique. Plus vous êtes pudique, plus on va vous croire. Vous savez ce qui est arrivé avec le tremblement de terre? Quelqu'un est venu acheter le livre. C'est une personne qui n'a pas de moyens du tout. Elle m'a dit, j'ai pris 6 motocyclettes. Il y avait un problème, et à ce moment-là, c'était Pays Loc, pour venir acheter le livre. Je lui ai dit, madame, je ne vois pas pourquoi, si vous n'avez pas d'argent, comme vous dites, vous voulez lire ce livre. Il n'est pas pour vous. Il a été écrit par un homme qui a vécu le tremblement de terre sur une cour de tennis dans un hôtel de luxe. Le soir même, j'ai mangé des petits fours parce qu'il y avait des petits fours, on nous a servi. J'ai dormi sur des matelas et personne de chez moi n'est mort. Alors que vous me racontez qu'il y a 3 personnes dans votre famille. Nous ne sommes pas de la même chose. Alors pourquoi vous voulez ce livre? Il m'a dit précisément pour ce que vous venez de dire. J'ai envie d'entendre la vérité. Je n'ai pas besoin d'entendre des morts, j'en ai chez moi. J'ai envie d'entendre comment d'autres personnes ont vécu ça. J'ai envie d'entendre parler ceux qui l'ont vécu. Et c'est très profond ce qu'elle a dit. Ah ben, c'est notre métier. Elle raconte, pour la littérature comme pour le journaliste, ce que nous devrions tenir compte. Ce dont nous devrions tenir compte. C'est-à-dire la décence, la pudeur, la vérité. Mais vous savez que ça n'existe plus, Daniel Laferrière. Ça existe. Pas pour la grande... Non, là, je parle de la presse. Je parle de la presse qui est aujourd'hui galvaudée, et tout le monde, à partir d'un téléphone, pense pouvoir informer et dire n'importe quoi, parce qu'il y a cette fameuse question de views, après laquelle on court. Oui. On court, et ceci à un rythme vertigineux. Oui, bien sûr, mais on oublie aussi à la seconde. Et pourquoi on se souvient d'un conte de La Fontaine, d'une fable, et qu'on a apprise, et puis on ne se souvient pas des choses qui sont arrivées dans les journaux avant-hier. Et pourquoi un livre dure plus longtemps? Et c'est parce qu'il y a un certain nombre de gens, on n'a pas besoin de tout le monde. Exactement, ce que vous dites, on court après les views ou les vues. Et au Québec, comme on chasse l'anglicisme, les vues, et on court après tout cela. Et le mot est terrible. Ça veut dire je suis vu. Et autrefois, on disait c'est un m'as-tu vu? Oui. M'a-t-on vu? M'a-t-on vu? Oui, on vous a vu, mais pourquoi moi je m'intéresse à vous voir et à ce que vous sachiez que je vous ai vu en plus, que je signale ça par un cœur. Donc, toute cette artificialité fait qu'on regarde cela, mais on n'accorde aucune importance à cela. C'est comme quand on fume une cigarette. On en a besoin, on est fumeur, on aime ça, mais on sait que ça peut vous tuer. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait tout en sachant que ce n'est pas la bonne chose. D'ailleurs, j'avais ce petit livre où j'ai noté beaucoup de réflexions de ma vie, et j'avais une réflexion qui était intéressante.
que je vous ai dit tout à l'heure, et c'était... Et ce monde est devenu si difficile que chacun pense qu'il peut prendre une étoile et la piétiner. Le ciel est devenu si bas que n'importe qui croit qu'il peut décrocher une étoile et la piétiner. C'est-à-dire que c'est une explication qui a l'air avec le ciel, avec les étoiles, mais on comprend très bien. Ça veut dire que les gens sont à la chasse de gens et qui sont respectables et pour les gifler. Et pour montrer que rien ne vaut rien et que tout va à l'eau. Mais ça, c'est pour un temps. Ne nous inquiétons pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes du côté de ceux qui pensent que les vues ou les views rendent les gens inhumains? D'abord, ils rendent un grand nombre de gens anxieux. Et la première chose, et l'anxiété quotidienne, parce que c'est vrai que ça peut rendre inhumain, et pas dans le sens même de la méchanceté même, d'abord dans le sens de la réalité. L'individu est accroché à quelque chose, est en attente d'une réponse, il poste quelque chose, comme il dit, et il attend. Comme un pêcheur qui pêche à la ligne. Je suis bien content d'entendre ça de vous, Dany Laferrière. Aujourd'hui, les gens ne volent plus au secours d'une victime, par exemple, d'un accident. On les prend en photo, d'abord, pour les poster ensuite. Entre-temps, la personne est morte. La personne succombe à ses blessures. Bon, dans la réalité, quelqu'un qui regarde quelqu'un qui se noie et ne l'aide pas, et cette personne-là est un sans-cœur, un méchant. Mais dans cette réalité... Oui, mais c'est pourquoi on parlait d'inhumanité. D'inhumanité, oui, voilà. Mais dans cette réalité-là, c'est encore pire. C'est-à-dire que la question ne regarde pas uniquement la personne qui était là, qui a vu quelqu'un se noyer. Il l'étend. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde sache que j'ai vu ça et que je n'ai pas intervenu. Et les gens qui l'ont entendu, l'ont vu et le signalent à d'autres. Même pour dire qu'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on ne peut plus se retenir. On doit dire non, tout en sachant que dès qu'on met le pied dans l'étrier, eh bien, on permet la diffusion spectaculaire d'une nouvelle à laquelle on n'était pas d'accord nous-mêmes. Donc ça veut dire que ça s'appelle la bêtise. La bêtise, tout simplement. Oui. Parlons maintenant de l'insécurité. Je vois que vous étiez hier reçu par le Premier ministre. On parlait de quoi? De culture. Je suis venu pour parler de cela parce que, bon, vous savez, l'insécurité, j'ai vécu en Haïti sous Duvalier, j'ai vécu le tremblement de terre, j'ai vécu l'exil. Et l'insécurité, disons, celle d'aujourd'hui en Haïti, est inédite. Et sous tous les plans, c'est un niveau d'intensité extrême. Mais l'insécurité n'est pas la seule chose qui existe dans la vie humaine. C'est-à-dire que si les esclaves avaient cru que l'esclavage était un état permanent, nous ne serions pas libres aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une petite chose qui s'est glissée à l'intérieur qui s'appelle l'espoir. Et l'espoir amène quelque chose qui s'appelle la résistance. Et la résistance finit par triompher. Fini, parce que la résistance est juste en recul, en arrière. Et l'autre, celui qui fait du mal, il va se fatiguer à un moment donné. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle « les temps changent ». C'est une phrase brève pour dire quelque chose qu'on peut expliquer en 3 heures. Mais c'est vrai qu'il y a un mouvement. Regardez par exemple ce qui se passe dans le football. Est-ce qu'on pense qu'on aurait pu voir ça? Je ne parle même pas notre équipe qui a été splendide, mais par tout le mondial. Il n'y a pas une seule équipe qui ne soit pas dangereuse. Ah ben, si je me retrouve, bon, Haïti, l'Égypte, le Maroc, et moi, mettons, l'Angleterre. Tout le monde dit l'Angleterre a de la chance. Dans le tirage, regarde son tirage. Mais il peut se faire battre par Haïti, par l'Égypte, on l'a vu, par le Maroc. Il n'y a aucune équipe qui a désavoué totalement, qui n'était pas à la hauteur de gagner leur match. Les équipes qui ont peut-être un peu désavoué, c'est peut-être les grandes équipes qui brusquement se sont retrouvées en situation difficile. Mais qu'est-ce qu'on a vu de l'autre côté? On a vu
l'Afrique domine le championnat. Parce que les joueurs sont des pays d'Afrique, et les joueurs sont de France, sont de l'Angleterre. C'est-à-dire, si l'Afrique ramène tous les gens de leur diaspora, et ça devient une équipe presque imbattable. Ils peuvent faire un championnat mondial tout seul. Et des fois, on voit le stade est tout noir, quoi. Des deux côtés. Donc c'est ça qu'on voit. Ça, c'est une révolution. Et ça, il fallait s'attendre. Autrefois, on avait l'impression que quand un pays africain parvient difficilement à arriver au championnat mondial, et c'est pour faire de la figuration. Oui. Maintenant, par exemple, au prochain championnat, si Haïti, le Maroc, l'Égypte se retrouvent, on se dit, oh là là, il va y avoir des problèmes. Personne ne va dire que... On ne gagne pas d'avance. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les temps changent. Et les temps changent parce que le changement a été lent, le changement a été tranquille, et les gens qui font le changement travaillent dans l'obscurité, la clandestinité et dans les grandes profondeurs. J'ai rencontré des gens dernièrement ici et qui travaillent vraiment pour le changement comme des fourmis. D'ailleurs, le recteur de l'université, M. Dieucel Prévélus, et il y a un autre doyen que j'ai rencontré aussi, un petit Goavien, et il m'a dit, mais nous ne pouvons pas, je suis resté ici parce que je suis allé partout dans le monde, parce que je crois que seule l'école peut garder nos enfants en Haïti. Et s'ils s'en vont, eh bien, nous perdons le pays. C'est des mots très graves, mais il est là pour faire quelque chose. Oui. Tout change, vous l'avez dit. Nous sommes au moment de ce changement. Pour ne pas parler de dynamique de changement, avec par exemple la participation des grenadiers après 52 ans, avec nos jeunes filles qui brillent à l'étranger. Vous avez dû rencontrer quelques-unes, si je ne m'abuse. Vous pensez qu'on va finalement sortir du pétrin grâce à ce changement? Tout le temps, on me demande ça. Est-ce que Haïti va sortir? Est-ce que Haïti va... Mais Haïti n'a jamais arrêté de se battre. Haïti, par exemple, quand les gens me disent, mais quand même, c'est un pays qui a connu 32 coups d'État. Oui, mais s'il a connu 32 coups d'État, c'est qu'il n'a jamais accepté totalement les coups d'État. Il a fallu qu'il change les choses pour qu'il y ait un nouveau coup d'État. Donc ça veut dire que c'est un combat. Et nous, on s'est retrouvés sur une terre montagneuse, très difficile à cultiver. On s'est retrouvés avec une population extrêmement forte, dans une poignée de villes. Bon, c'est normal qu'il y a des frottements. Et c'est un pays remuant parce que c'est un pays qui a une conscience politique qui dépasse les autres. N'importe qui dans la rue te dit pour ce que le président ou le Premier ministre devrait faire. Et il le dit sérieusement. Et il a pensé sérieusement. Après, il va vous dire, bon, est-ce que vous pouvez me passer un peu d'argent? Parce qu'il n'en a pas. Il n'a aucun moyen. Il ne peut même pas se payer un café, mais il peut diriger le pays dans sa tête. Et peut-être vrai aussi. Donc ça veut dire que moi j'ai vu des Américains, des professeurs d'université à qui je demandais comment ça va la situation. Il me dit, je ne pense pas. J'ai dit, comment vous ne pensez pas de... Il dit, moi je ne suis pas payé pour penser. Moi je suis professeur à Harvard et à Yale, mais je suis en chimie. Je ne pense pas. Alors que je dis, je ne comprends pas. C'est pas qu'il ne soit bloqué, il n'est pas bloqué. Non, pas du tout. Il y a des gens pour penser. Il y a des think penseurs, il y a des gens pour réfléchir. Lui, il n'y a pas ça. Il n'est pas concerné par ça. Donc, il est là pour mettre en application les pensées des autres. Oui, même pas. Il fait son cours de chimie. Et donc, un pays comme ça, c'est un pays, entre guillemets, béni, tant que ça va bien. Parce qu'il n'y a personne de vraiment concerné. Mais un pays, pourquoi Haïti est bouleversé comme cela? C'est parce que tout le monde est concerné. Tout le monde, dans tous les sens. Ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, tout le monde est concerné, tout le monde est intense. C'est un pays, quand la situation économique, la situation de misère est grande, c'est un pays impossible. Mais essayez qu'un jour ça aille, vous allez voir. Vous allez voir. Les génies du mal vont se convertir parce qu'il y aura à gagner et s'en tuer. Les génies du bien vont se... Vous allez voir, on ne pourra pas dire qu'un tel est extraordinaire parce que tout le monde va se déployer. C'est dans les moments les plus difficiles qu'une telle intensité
se retrouve négative pour le pays. Mais comme pour les États-Unis, où la situation... Bon, enfin, Trump, éliminons Trump, regardons les États-Unis, ils ont plus de pétrole que tout le monde, plus de choses que tout le monde. Donc, ils ont un niveau qui fait que cette façon de se détacher de la chose publique, qu'il y a des familles qui s'occupent, ce qu'ils appellent, du public, et fait, ça marche. Au contraire, prospère. Mais s'il y a une situation où il faut courir, où tout le monde doit être concerné, tout le monde se retrouve en situation dramatique, eh bien, on va se retrouver avec des gens qui vont te dire moi, je m'en fous. On dit qu'il ne faut pas sortir avec sa voiture parce que la gasoline va manquer, et le pétrole va manquer aux États-Unis. Il a dit moi, je m'en fous. Complètement. Il va y avoir un grave problème de patriotisme. Parce que les gens ne sont pas concernés, ils ne sont pas habilités à être concernés. Ils ne l'ont jamais été. Je ne voudrais pas vous amener sur le terrain politique, Dany Laferrière. Eh bien, passons ailleurs. Non, c'est une dernière question que je vais poser avant d'observer la pause. Pas plus tard que la semaine dernière, que cette semaine, je dirais, j'avais reçu quelqu'un ici qui tentait, à tort ou à raison, de faire quelques comparaisons entre la République d'Haïti, la République dominicaine. Il y a moins de 30 ans, la République dominicaine était un pays instable. 1994, on se souvient de ce qui s'est passé, et depuis, les gens se sont mis d'accord pour voir leur pays d'abord. Et depuis, c'est un pays qui grandit, qui évolue, qui produit. Or, nous avons une crise qui est plutôt séculaire. Notre instabilité, ça dure. Il y a plus de 10 ans, on n'a pas d'élection, alors que l'autre, le voisin progresse, et nous, soit nous marchons à reculons, soit nous tournons le dos à tout ce qui pourrait, par exemple, nous mettre sur les rails du développement. Vous pensez quoi? Je pense que d'abord, nous sommes mal placés pour faire des comparaisons entre ces deux pays, parce que la plupart des membres de ces deux pays ne se connaissent pas. Les gens qui connaissent la République dominicaine, en grande partie, à part une très petite partie d'élite politique, ce sont des gens du peuple qui y vont pour travailler. Les Dominicains, c'est presque la même chose aussi, pendant longtemps, et c'était des travailleuses et qui venaient en Haïti. Nous sommes connectés complètement l'un à l'autre. Nous nous regardons comme en chien de faïence. Mais nous n'avons jamais regardé de l'autre côté. Dans toute l'Amérique latine, la République dominicaine est considérée comme un pays tout à fait banal. Et en Europe, ce sont des villes où il y a une énorme prostitution, presque d'État. Je ne parle pas de prostitution économique ou politique. Et je ne voudrais pas du tout offenser en aucun cas l'ambassadeur de la République dominicaine ici. Mais je veux que l'on sache que cette comparaison, on ne peut pas la faire uniquement entre Haïti et la République dominicaine en disant que Haïti va mal, la République dominicaine va bien. Je peux dire, par exemple, je ne sais pas, où j'ai oublié, mais je ne pense pas que la République dominicaine n'ait jamais participé à un championnat mondial de football. Bon, au moins ça. Et je ne sais pas, moi je mettrai ma main au feu qu'il y a plus d'écrivains connus dans le monde, haïtiens que dominicains. En tout cas, je voyage partout. J'aimerais bien d'ailleurs, je voudrais aller en République dominicaine pour aller voir exactement les choses. Ce que je veux dire, que la République dominicaine, c'est un peuple qui se bat beaucoup plus que l'on croit, et pour essayer de garder la tête haute, hors de l'eau aussi, face aux pays de l'Amérique latine qui regardent ce pays toujours de haut. À New York, où il y a une concentration de pays venant de l'Amérique latine, pour eux, la République dominicaine, c'est vraiment presque le bas de l'échelle. Mais on a remarqué que du point de vue économique, ils ont fait un bond. Ils ont gardé un peu une sorte de sécurité, un sens de paix.
et qui est peut-être meilleur. Ils sont aussi stables aussi. Ils sont stables aussi. Mais c'est pas seul indice pour voir si un pays est plus dynamique, plus important. Pendant longtemps, la gaude haïtienne valait plus que le peso dominicain, à tel point qu'ils achetaient la gaude. Donc ça veut dire qu'au moment même où on disait que rien n'avançait, c'était notre argent et qu'ils achetaient. Donc il faudrait voir avec les économistes. Ouais, de façon, ce n'est plus pareil maintenant. Ah non, depuis longtemps, mais pendant qu'on disait exactement la même chose, parce qu'on l'a dit et souvent aussi, ce n'est pas un seul variable. Le variable de stabilité ou même le variable d'économie, ce n'est pas le seul variable pour analyser le dynamisme d'un peuple. Il est clair que que Haïti est plus connu dans le monde que la plupart des pays de la Caraïbe, et pour des raisons bonnes et pour des raisons mauvaises. Donc il y a un dynamisme, le dynamisme de l'art, et le dynamisme dans toute la Caraïbe. Si vous voulez peindre, il faut faire semblant, il faut dire que vous êtes haïtien, ou bien prenez quelques tableaux haïtiens et mettez dans votre galerie. Mais je veux dire, il n'y a pas un seul dynamisme. Ce dynamisme dont je vous parlais fait que Haïti est un peuple beaucoup plus dynamique que les Américains, comme je vous ai dit. Les Américains. Moi, je circule aux États-Unis, je passe dans des petites villes pauvres, vous demandez la route, les gens vous répondent ça vient. Ils ont peur de vous, vous êtes qui? Ça vient. En Haïti, vous demandez la route, les gens se déplacent pour aller vous montrer la route. Donc ça, c'est quelque chose parce que ça veut dire que tant que ça va, et même au cœur même de la plus grande violence, de la plus grande douleur, de la plus grande misère, il y a un dynamisme dans l'être haïtien qui est prêt à exploser, à faire monter à la bourse. Et c'est pas par l'économie que vous voyez. On a vu, par exemple, la bulle économique de New York a déjà fait faillite. La bulle économique des États-Unis, on a fait faillite aussi. Ça peut arriver. Mais le matériel qui est indiscutable, qui est l'or des pays, c'est l'individu. Moi, je dis que l'individu haïtien est à la bourse du monde et à un prix très fort. Et on le dit, on n'a qu'à le voir quand ils sont dans la diaspora. Ils arrivent. Moi, je suis arrivé au Québec et je le dis à l'Académie française et je suis à la commission du dictionnaire qui est à l'intérieur même de l'Académie française, la petite escouade qui s'occupe de faire le dictionnaire de plus près. Nous sommes 10. Eh bien, je suis là-dedans, mais avec les règles de grammaire que j'ai apprises en Haïti. Puisque je n'ai fait que moi d'université à l'étranger, et à l'étranger, chez moi, à Montréal, et je n'ai pas fait d'autres. Je n'ai pas fait d'autres. C'est les règles que j'ai apprises à Petit Goâve, à l'école Maurice Bonhomme. Et on fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et oui, je me souviens, je leur dis, parce qu'ils me disent, mais où est-ce que vous avez appris tout ça? Et surtout, où est-ce que vous avez appris la culture française, américaine, japonaise, autant? J'ai dit, comme tous les Haïtiens à peu près, je lis. Je lis les livres, le peu de livres qui peut tomber sur moi. Ça veut dire que je suis resté à Petit Goâve. Si j'étais resté à Petit Goâve ou à Port-au-Prince, je serais ce que je suis, quelqu'un qui a ce dynamisme et qui n'a pas de possibilité. Je suis allé à Montréal, les portes se sont ouvertes, j'ai eu toute l'aide possible. Eh bien, je suis allé en France, je suis à l'Académie française. C'est impensable pour un Français qu'un académicien, il ne savent même pas, a travaillé pendant 8 ans à l'usine et n'a même pas fait 1 mois à l'université. Pour un Français, c'est impensable. Oui. Malraux, c'est vrai, n'a pas fait l'université, mais Malraux n'était pas à l'académie. Je ne dis pas que c'est meilleur, mais je veux dire que c'est impensable. Demande à un Français, dans son curriculum naturel, même quand il fait les grandes écoles, il sait qu'il ne peut pas. Eh bien, des gens comme moi, il y en a des centaines de milliers en Haïti. Comme vous? Ah, facilement. Merci Dany Laferrière. Permettez que j'observe la pause et puis on revient. Le temps de prendre un peu d'eau aussi. Et puis on reviendra avec d'autres questions. Merci encore une fois de votre présence ici à Métropole ce matin. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, Dany Laferrière. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi 17 juillet. Et comme on l'a dit, c'est un grand plaisir de recevoir Daniel Laferrière sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Vous avez aussi un passé journaliste, Daniel Laferrière. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai commencé à, j'allais dire, au Nouvelliste. J'ai écrit mes premiers articles et j'ai travaillé ensuite à Haïti Inter avec Marcus, d'abord, Jean-Dominique aussi en arrière-plan, si l'on peut dire. Et ensuite, je suis rentré au Petit Samedi Soir, dans l'équipe du Petit Samedi Soir avec Gasner Raymond et Jean-Robert Hérard, Calary Guiteau, et puis naturellement Dieudonné Fardin. Et vous aviez interrogé Franck Etienne? Oui, j'ai interrogé Franck Etienne. J'avais 19 ans, il l'a dit dans certaines interviews. J'étais allé voir l'homme qui avait écrit un livre qui m'avait scandalisé dans le bon sens du terme. J'avais été impressionné. C'était ultra vocal. Il y avait une fougue nouvelle qui arrivait dans notre littérature. Remarque que j'avais lu avant Mieux à crever et Sous les bancs. Et là, on est sous Duvalier. Et oui, on est en plein sous Duvalier. Quand j'ai lu le Mieux à crever, et je pense que François Duvalier n'était pas mort. Et ce livre m'avait impressionné, mais Ultra Vocal a eu un effet plutôt, j'allais dire, lexical, plutôt plus intellectuel sur moi, et que Mieux à crever, que je trouvais quand même déjà original. Vous saviez qu'il allait mourir si tôt? Non, Franck, c'est très difficile de parier négativement sur lui. On ne peut que parier. Non, j'étais plutôt à parier qu'il aura le Nobel à un moment donné. Et il le souhaitait? Beaucoup. Et je pense avoir été le premier à l'avoir dit. Il l'a souvent dit aussi. Et j'avais dit que s'il y en avait, je pense qu'on a eu 2 chances de Nobel. Un, parce que, j'allais dire, entre guillemets, par stupidité, qui est mort en allant se fourrer dans la gueule du loup. Et d'une certaine façon, le magnifique auteur de Compère Général Soleil, Jacques-Séphane Alexis. Et l'autre qui est plus prudent, plus intelligent, qui a duré plus longtemps, avec une œuvre plus consistante aussi, et plus variée, et que ce soit par les livres où il y a des dessins, et je parle de Franck Etienne. Et bon, voilà. Permettez que j'ouvre une parenthèse en guise de suivi à une émission que j'ai réalisée hier matin, ici. Il y a un intellectuel qui était justement à votre place, et avec qui on parlait des changements, des grands changements actuels à travers le monde, et la nécessité, par exemple, de repenser l'université. Et ce qui nous a amené à un moment donné à parler de l'intelligence artificielle. L'intellectuel, l'écrivain que vous êtes, est-ce que Daniel Laferrière pense que l'intelligence artificielle ne va pas affecter la pensée humaine, la pensée créatrice, par exemple? D'une certaine façon, il l'a déjà affectée, mais pas au point que nous croyons, pas au point de la détériorer. Mais quant à voir ça comme un destin funeste, comme quelque chose, une sorte de chose invariable et qui va changer tout ce en quoi nous croyons, je crois que ce n'est pas possible, pour une raison très simple, et que nous ne serons plus là. Et les gens qui seront là seraient déjà au courant de cette machine et pourront la traiter pour ce qu'elle est, une machine. Vous savez, dans l'histoire humaine, on s'est servi du papier que l'on voit là. J'ai écrit quelque part que le livre est plus complexe qu'un ordinateur, je tombe dessus, et aussi simple à ouvrir qu'un ciel d'été. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut. Un livre qui recueille quelque chose, un objet qui augmente, et disons la pensée, et qui demande une plus grande attention,
Et comme ça, puisque ce n'est pas des histoires qui appellent des views, quand on écrit, quand on lit, on n'est pas en train de se faire regarder par quelqu'un d'autre. On est en train de converser avec l'auteur. Et la plupart du temps, il n'est même pas vivant. Il n'est pas au courant, c'est sûr. Il n'est pas vivant, et souvent. Et puis aussi, il parle une autre langue que vous. Vous le lisez en français ou en créole. Donc, le livre, ça fait des milliers d'années, et vous croyez en une génération, parce que quelques jeunes gens, plus ou moins malins, ont fait une petite machine qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est le nouveau jouet, comme on dit. Et donc, je salue l'ingéniosité. Mais il ne peut pas, parce que cet objet-là est aussi technologique. C'était une grande avancée, la plus grande avancée de la Renaissance, c'est quand même l'imprimerie. Et imprimer les livres pour permettre une grande circulation, c'est plus fort que ce que nous croyons là. Quand on a pu faire en sorte que le livre puisse circuler, sortir de l'élite dans laquelle il se trouvait pour circuler à travers le monde. Et de plus en plus, nous avons augmenté sa capacité. En faisant la dernière grande révolution intellectuelle qu'il y a eu, c'est peut-être au XXe siècle, quand on a fait le livre de poche. C'est-à-dire le livre accessible économiquement. Vous voyez, ce n'est pas technique. C'est tout simplement faire en sorte que le papier coûte moins cher et que tout le monde puisse pouvoir l'acheter. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où nous croyons que toute révolution doit être artificielle, technologique, technique. Mais vendre le livre meilleur marché, c'est une révolution plus grande encore. Plus grande encore. Et parce que nous vendons un objet de luxe, dans le bon sens, un objet précieux. Nous ne vendons pas une machine qui fait de nous un obsédé, contaminé, quelque chose qu'on glisse dans nos veines, comme si c'était de la drogue. Nous ne sommes pas des drogués quand nous lisons. Au contraire, nous lisons pour nous dédroguer. Pour sortir, par exemple, de ce que l'on dit, de la rumeur, que l'on attrape, que l'on capte dans l'air. Et nous allons réfléchir. Nous sommes en mouvement. Lire un livre, ce n'est pas la même chose que regarder un écran. Lire un livre, c'est pouvoir penser. Fermer le livre. On ne peut pas fermer l'écran comme ça. Fermer le livre et réfléchir. L'ouvrir et retrouver exactement là où on était. Et sans faire un mouvement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que nous soyons plus calmes et plus prudents par rapport. D'autre part, les gens que nous voyons en ce moment qui ont 4, 5, 6, 10 ans et qui manipulent avec une dextérité extraordinaire, de manière plus rapide que les gens qui ont construit l'électronique. Prenez un enfant de 9 ans, il fait ça plus vite que... Oui, que vous et moi. Non, que les gens qui l'ont inventé. Okay. Et bien, ces gens-là, ils trouveront d'autres ressources. Et pour casser un peu le côté négatif que cela amène, nous sommes au début de l'IA. C'est normal qu'il soit un peu imparfait, mais ça va être un instrument. On va le mettre à sa place d'instrument. L'être humain va toujours être dominé par l'émotion. L'émotion, l'espoir, la souffrance, la difficulté aussi, le goût de l'autre, c'est-à-dire l'empathie. Parce que la chose la plus révolutionnaire, d'ailleurs, c'est dans la Bible aussi, c'est l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudras pas. Qu'on te fie à toi-même. Qu'on te fie à soi-même. Pourquoi cette parole a traversé les millénaires? C'est parce qu'elle est juste, elle est vraie et impossible. Et impossible. Il faut aller vers cette perfection-là. Ça, c'est plus fort qu'une mécanique. Donc, ne mettez pas cette mécanique au centre de notre vie. Elle a sa place. Une très bonne place. Elle aide beaucoup sur le plan technique, sur le plan de la médecine. Ça va être un apport extraordinaire. Mais sur le plan... Vous nous encouragez dans cette voie, la voie de l'intelligence artificielle. Mais elle ne m'attend pas. Elle est déjà là. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon temps à me mettre contre l'intelligence artificielle. D'ailleurs, elle ne m'intéresse pas. Et je ne m'en sers pas. Mais les gens qui s'en servent, ils vont à fond de train. Ils ont 15 ans, ils ont 14 ans. Ce sont les maîtres de demain. Donc, eux sauront quoi faire. Ils vont le réinventer, ils vont savoir tout de suite là où il ne faut pas aller, là où il faut aller, selon leur inclination. Il y a des gens qui aiment bien le mal, ou bien qui aiment bien... Donc, ne nous énervons pas avec cela. Ce n'est pas fait pour nous.
Essayons de trouver autre chose. Retournons au livre et surtout retournons à l'émotion. Oui, mais on vous dira aussi que la technologie permet d'acheter des livres via Internet, par exemple. Amazon vous permet d'acheter un livre de Daniel Laferrière. Ah non, 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 bien. Non, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que ce n'est pas ma manière. Et il y a plein de choses extraordinaires. Même la question de la lecture n'est pas la seule question. C'est l'apport. L'apport technique, l'apport médical est beaucoup plus fort. L'apport, par exemple, il y a des gens qui sortent de chez eux et l'intelligence artificielle fait tout leur courrier alors qu'ils sont simplement dans la voiture. Mais c'est pour un temps. À un moment donné, nous ne saurons plus faire notre courrier. Nous ne saurons plus penser puisque l'intelligence artificielle, nous allons nous livrer à l'intelligence artificielle. Mais je crois que ceux qui viennent, qui l'ont manipulé depuis 10 ans, qui ont actuellement 15 ans seulement, eh bien, ils sauront prendre de la distance à cela. Ils ne mettront pas au centre de leur vie parce que la mécanique aura toujours un point où elle ne peut pas aller plus loin. Et le seul point qui peut aller plus loin que la mécanique, c'est l'émotion. Si je ne ressens rien, je peux être au paradis, ça ne vaut rien. Maintenant, en fait, on va bientôt finir, Daniel Laferrière, mais avant de vous laisser partir, il y a un auditeur qui m'a prié de vous demander où étaient les problèmes. Pourquoi vous n'avez passé qu'un mois à l'université? Pourquoi? Oui, parce que quand je suis arrivé à Montréal, je n'avais pas de papier, c'était illégal. Non, avant, j'ai pu avoir mes papiers, mais avant, j'étais un peu illégal. Donc à ce moment-là, je travaillais à l'usine, mais pas les bonnes. Et celles qui ne donnent aucune possibilité d'avoir des problèmes, d'avoir la santé, l'assurance maladie, je n'avais pas les papiers. Donc 8 ans, c'est beaucoup. Je travaillais 12 heures par jour. Et je faisais minuit 8 heures ou minuit 10 heures du matin. Mais vous avez eu le temps de lire des livres malgré tout? Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai compris, c'est pour ça que j'ai quitté l'université. Je ne pouvais pas perdre mon temps à aller apprendre. Et il me faut continuer avec ce que je savais déjà. Ce que je savais déjà, c'est lire et écrire. Je me suis dit, je vais repartir à zéro avec l'idée que ma mère a payé l'école pour moi en Haïti dans des conditions difficiles. On m'a appris l'alphabet. Au lieu d'aller apprendre, je vais aller directement au maître. C'est-à-dire, ça ne coûte pas cher. J'achetais les livres dans les librairies qui vendaient des livres usagés. Et je me glissais dans ma baignoire et je n'ai fait que lire. Et je lisais les meilleurs, puisqu'ils sont souvent à meilleur prix. Je lisais Boileau, La Fontaine, j'avais des nouvelles aussi de Jacques Roumain, La Proie et l'Ombre. Vous n'avez pas cherché à enquêter sur vous? Vous n'avez jamais pensé à mener une enquête sur vous, à savoir qui vous êtes? Ah ben oui, ça fait 50 ans que ça dure. J'ai écrit 40 livres et je ne sais pas encore qui je suis. Parce que les livres que vous écrivez, c'est précisément ce que vous dites. Exactement, c'est une enquête sur soi. D'ailleurs, Borges a défini, et on lui a demandé pourquoi vous écrivez. Il a dit pour me surveiller. Mais je crois qu'après vous, je vais répondre pour enquêter sur moi-même. Eh bien, j'enquête et je pense que je ne pourrai plus écrire quand je saurai qui je suis. En attendant, je suis loin de savoir. Je n'ai écrit que 40 livres. Tandis que d'autres cherchent à avoir une idée du sens de la vie, du sens de la mort. Il est quand même opportun pour Daniel Laferrière de chercher à savoir qui il est. Bien sûr, puisque l'homme est la mesure de toute chose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand philosophe grec. À chaque fois, on dit que c'est Socrate, mais je ne crois pas que ce soit lui. C'est un grammairien. Et l'homme est la mesure de toute chose. Donc, si je sais un peu qui je suis, vous savez, c'est la plus grande machine. On parlait de IA et autres. C'est la plus grande machine. Si cette machine refuse n'importe quelle autre machine, n'importe quoi qui se passe à l'extérieur, rien n'entre. Si je ne veux pas que les choses entrent, rien n'entre. Donc, et c'est une machine qui peut communiquer directement, de cœur à cœur. La machine technologique n'a pas de cœur. Il ne peut pas communiquer de cœur à cœur avec moi. Il peut communiquer de cerveau à cerveau. Et je crois que c'est plus rapide, la communication de cœur à cœur. OK. Et l'agenda est chargé, l'agenda de votre séjour en Haïti?
autant que je peux supporter. Quand les gens disent ben, j'ai trop de choses, non, on n'a jamais trop de choses. On prend les choses et puis on choisit ce qu'on peut faire. Alors, je parle ici de ceux qui ont organisé votre voyage en Haïti. Ils ont prévu que vous alliez dans des universités. Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est des choses que j'aime. Eh ben, vous voyez, je prends grand plaisir à converser et ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en Haïti, 2019. Alors j'avais hâte. Qu'est-ce que ça veut dire 2019? Ça veut dire que c'est 7 ans. Et les gens qui avaient 15 ans ont 22 ans maintenant, ils peuvent converser avec moi. Ils n'ont pas besoin de lire mes livres pour me parler. Vous comprenez très bien tout cela. Je ne cherche pas des vues ou des vues de moi-même. Je vous parle, je n'ai pas lu tous vos livres quand même. Pour terminer, en général, comment je procède en animant cette émission? Je pose des questions à mes invités, mais parfois il y a des auditeurs qui m'envoient des questions à vous poser aussi. Oh, bien sûr, bien sûr. Là, il y a quelqu'un qui vous a entendu évoquer la résistance du peuple. Et il m'a dit, on a l'impression aujourd'hui que le peuple s'en fout. Il n'y a plus de résistance maintenant, parce que tous les partis politiques qui exerçaient de la pression sur les pouvoirs constitués, les pouvoirs établis, sont au pouvoir. Ils ont soit un ministère ou bien un poste de direction générale. Et dans tout ça, le peuple est en mode pause. Je ne sais pas ces choses-là. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent lire dans l'espace et qui peuvent savoir comment va le peuple. Et c'est trop vaste pour moi parce que déjà, Haïti, géographiquement, et tout le monde n'est pas dans la même situation. On peut se retrouver à Port-au-Prince, où nous sommes là maintenant, et ne pas se sentir en danger. Il y a des endroits où chaque seconde, on est en danger à Port-au-Prince, et d'autres villes qui ne sont même pas au courant que Port-au-Prince soit dans la difficulté. Des petits villages où les choses... Il y a trop de gens, trop de situations différentes, trop de récits et complexes pour savoir, même pour une seule personne. Nous ne savons pas. Donc, j'en sais rien. Vous allez vous rendre à Petit Goâve? Oui. Votre maison est encore là? Ah non, ma maison, ça fait longtemps que j'ai quitté Petit Goâve et je l'ai plutôt habité dans mes livres. Et j'ai parlé de Petit Goâve dans tous mes livres. Et puis, il n'y a presque pas d'interview que j'ai faite depuis les 40 dernières années où je n'ai pas cité. Parce que c'est à la fois une ville qui m'est chère au cœur et qui m'a construit, structuré ma sensibilité, mais c'est aussi une ville qui me fait vivre. Puisque quand j'écris sur Petit Goâve, qui est devenu une ville internationale par mes livres, eh bien, les gens comprennent exactement ce que je dis et puis ils s'y intéressent. Et donc, ils s'intéressent à ma littérature. Apparemment, je pèse mes mots, sans risque de me tromper, Daniela Ferrière a l'air d'une personne très simple. Je ne dis pas simple, je dis très simple. Qu'est-ce que vous espérez des petits Goaviens en termes d'accueil? Je ne sais pas, je vais à Petit Goâve. Vous savez, c'est vrai, quand on pose des questions, comme tu le sais, on a des questions et des réponses, mais je ne sais pas, je vais à Petit Goâve. Quand je serai à Petit Goâve, je serai à Petit Goâve. Et je suis obsédé par le présent de l'indicatif. Je suis obsédé par ce qui se passe dans l'instant. Je sais très bien que je suis le futur ne vous préoccupe pas, ne vous interpelle pas, ne vous intéresse pas trop. Oh non, 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 il m'inquiète. Ah, ok. Il est là. Mais vous savez, j'essaie d'avancer un petit peu des fois et d'un instant à un autre. Le futur est tellement inquiétant pour des gens comme nous, je veux dire haïtiens, et qu'ils soient en Haïti, en exil, ou bien... On a une confection, un tricotage de la réalité si complexe et difficile et terrifiant, et que si on s'intéresse à ce qui vient, et on ne va pas vivre ce qui est. Il se trouve qu'en ce moment-là, je ne sais pas, dans une demi-heure, en ce moment-là, il se passe que je suis avec un journaliste de qualité et nous discutons de choses qui nous concernent et qui semblent concerner les autres. C'est pas bien ça, c'est extraordinaire. Eh bien, je veux vivre ce moment. Et plus tard... Même s'il y a des choses qui vont vous manquer, par exemple, lors de l'un de vos derniers voyages que vous avez effectué en Haïti, pour atteindre Petit Goâve, vous passiez par Carrefour en voiture. Mais aujourd'hui... Je vais survoler Carrefour. Vous allez survoler Carrefour ou bien vous prenez la mer.
Je ne suis pas de cette nostalgie-là. Carrefour est dans mes livres, il m'habite. Non. Mais ça suffit. Non. Les gens sont dans la difficulté. Je ne vais pas mettre ma petite nostalgie face à la souffrance réelle des gens. Je veux que Carrefour, la situation change, mais je ne veux pas m'attrister sur ma nostalgie, le fait que j'aurai tellement plaisir à traverser Carrefour. Je veux aussi que beaucoup d'autres endroits aussi. Et puis, ça n'empêche pas les gens de souffrir. C'est ça qui est terrifiant. Et nous disons, il y a des endroits où il y a des choses qui vont mal, il y a des gens... Mais il y a des centaines de milliers de gens malades dans ce pays. Physiquement, par la misère, par des difficultés. Il y a des gens riches aussi qui sont à l'hôpital. Donc, l'une des choses qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est la multiplicité des points de vue. C'est le fait de ne jamais se faire pousser dans un espace réduit à un temps pointu. Et c'est ça le journalisme des fois, de ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous ramène toujours à un petit point. Les gens disent, mais moi, tu vois, je suis bien dans la chose, mais je souffre, là, j'ai le cancer, mais je suis en Haïti, j'habite une grande maison, on ne m'a pas kidnappé, mais j'ai le cancer. Mais personne ne parle de ce mal que j'ai. Mais il existe ce mal, je suis mourant. Et donc, le mal qui intéresse, c'est le mal dont on peut parler, on peut disserter, et les gens, je veux dire, les gens de Carrefour qui vivent ce qu'ils vivent, c'est eux qui importent. Ce n'est pas la possibilité que j'aurai à traverser Carrefour dans une voiture.